Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette 7e édition du Jour de vote d'excellence organisée par le groupe El Bilia Léon Africain. Permettez-moi surtout de vous remercier d'avoir accepté de prendre part à cette 5e et dernière table ronde programmée au titre de ces JVE. Table ronde baptisée « L'intelligence plurielle, un talent nécessaire pour réussir au sein de l'université de demain ». Ce qui est intéressant cette année, c'est que les différents intitulés des différents axes, ils ont été, si vous voulez formuler en termes de problématiques, ce qui est très prometteur. Donc nous ambitionnons de satisfaire cette honorable assistance au maximum. L'idée est de susciter votre curiosité et surtout de stimuler un véritable échange que j'espère sera fortement créateur de richesse pour nous tous, puisque nous sommes aussi là pour échanger avec vous et pour apprendre. Tout le monde apprend. Alors, en votre nom donc et au nom du groupe El Bilia Léon Africain, je tiens à remercier vivement et chaleureusement nos chers invités qui ont répondu présent. Donc, je les remercie pour leur disponibilité. Ils ont manifesté un grand intérêt par rapport à cette problématique de l'orientation et ils ont décidé tout simplement et de manière très spontanée de se mettre à votre disposition, à la disposition de vos parents pour répondre à vos interrogations et pour vous prodiguer des conseils pratiques. Je nomme Trissi, professeur Trissi, docteur en sociologie et enseignant-chercheur à l'université Hassan II Casablanca, et professeur Achacha, pardon. En fait, c'est l'oral faransia, mais c'est difficile de tomber sur la prononciation exacte, donc c'est Achachi, c'est bon. Qui est docteur en économie, qui est enseignant-chercheur et qui est chroniqueur à Lux Radio. Donc je vous remercie pour votre disponibilité et je vous remercie pour votre générosité et j'espère que l'échange sera digne des bons élèves que vous êtes, de la qualité de nos prestigieux intervenants et aussi du prestige du groupe El Bilia. Alors pour vous situer par rapport à cette table ronde, l'échange va porter sur 3 axes. Donc un premier axe, j'essaierai de formuler les différents intitulés sur une interrogation. On va se poser la première question: peut-on ou doit-on libérer l'université de l'académisme pour laisser quand même une place importante à la formation d'étudiants pluriels? Une deuxième interrogation, une deuxième problématique: alors est-ce que le terme n'est pas venu pour réfléchir sérieusement sur une intelligence collective digitale et sur des humanités numériques? Et puis une troisième et dernière interrogation: alors, la création d'un collectif et d'un leadership collaboratif n'est-elle pas aujourd'hui, je dirais, une urgence, voire une nécessité? Et donc, vous remarquez que les 3 interrogations que nous nous sommes posées riment parfaitement avec l'intitulé de cette table ronde qui est l'intelligence plurielle, un talent nécessaire pour réussir au sein de l'université de demain. Alors, on s'attaque sans trop tarder au premier axe. Donc, je rappelle le premier axe. Peut-on ou doit-on libérer l'université de l'académisme pour former des étudiants pluriels? Il s'agit plus concrètement de répondre aux interrogations suivantes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour libérer les esprits et pour décloisonner les savoirs?
est-ce que aujourd'hui nous enseignons des humanités, est-ce que nous faisons penser la complexité, et puis pour interpeller les étudiants et les enseignants, est-ce que nos étudiants, nos enseignants ont une perception positive de l'interdisciplinarité et surtout de l'échange. Donc, à vous la parole, chers invités. Bonjour tout le monde. Alors, il y a une double problématique. Premièrement, il faut libérer l'université de l'académisme, on va y revenir, en quoi l'académisme est-il une prison pour l'université, et puis libérer l'université du marché, qui est une autre prison, on va essayer de le voir en détail. Alors premièrement, il faut comprendre que la réalité, que le réel, qu'il soit économique ou n'importe lequel, est un tout, une totalité. Quand vous marchez dans la rue, vous ne voyez pas là à côté des atomes de chimie. Et puis, un peu plus loin, des lois de la physique. Et puis, encore plus loin, des lois de l'économie. Ça ne marche pas comme ça. La réalité est un tout, dans un enchevêtrement. Et pour démêler la complexité du réel, il faut avoir des clés d'entrée, des grilles de lecture, une certaine formation plurielle, parce que le monde est pluriel. Mais le monde est pluriel, non pas comme j'ai décrit, c'est-à-dire de manière cloisonnée. Il est pluriel en tant que corps vivant. Quand vous faites de l'économie et que vous traitez la société, elle est un corps vivant. On ne peut pas la séparer en disant là, il n'y a que la microéconomie, puis là, il y a la macroéconomie. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, pour développer une culture plurielle, tout en gardant la totalité et l'harmonie dans le tout, il y a des humanités. Et les humanités, historiquement, elles ont pris différentes formes. Alors, dans le modèle occidental, il y a eu deux types d'humanités, ce qu'on appelle le trivium et le quadrivium, c'est-à-dire des humanités qui permettent de construire une intelligence, une capacité à construire un raisonnement. Et donc on va trouver la grammaire, on va trouver la rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler, de construire un discours. On va trouver la dialectique, la logique. Et puis de l'autre côté, on a d'autres humanités qui permettent de percevoir la réalité en tant que matériel. Ça va être l'astronomie, ça va être la géométrie, ça va être la musique également. Donc on forme dès le départ l'individu à l'universel, c'est-à-dire au tout. D'où le fait qu'on parle d'université, parce qu'on traite avec tout l'univers. Et donc la libérer de l'académisme, parce que l'académisme a pris un certain chemin qui sépare, c'est-à-dire vous faites de la physique, vous ne faites que de la physique, vous faites de l'économie, vous ne faites que de l'économie. Et donc quand vous allez vers la réalité, vous ne la voyez qu'à travers un petit angle, qui vous interdit de voir les autres angles. Et donc, tout ce que vous allez entreprendre en tant que chercheur en économie, en tant qu'entrepreneur, en tant que peu importe le métier, va être toujours partiel et ne vous permettra pas d'aller vers l'autre. Alors, on ne va pas réinventer l'université. Par contre, vous pouvez, en tant qu'étudiant, tout en choisissant une spécialité, c'est-à-dire limitative, qui vous limite, faire un travail chez vous, en autodidacte. Et donc, il faut renouer avec le livre. Aujourd'hui, il y a Internet, on va y revenir avec les humanités numériques, qui permettent d'accéder à tous les livres, c'est-à-dire à tous les livres littéralement, à des articles scientifiques, à des conférences sur YouTube. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte pour dire je ne peux pas aller vers le savoir, mais donc il faut y aller, ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande de l'engagement, et ça permet de combler les lacunes de l'académisme qui sépare la réalité en différentes disciplines, alors que la réalité n'est pas comme cela. Et puis de l'autre côté, très rapidement, en 1 minute, c'est libérer l'académie, l'université du marché. Et le marché, c'est ce qui dit à l'université ce qu'elle doit former. Et donc aujourd'hui, le marché du travail a besoin d'ingénieurs, donc on va fermer des masters qui ne collent pas avec ce que veut le marché, on va ouvrir des filières ou des masters d'ingénierie ou de gestion de ce que veut le marché. Et puis demain, le marché il change, les entreprises changent de vocation, parce qu'il y a de nouveaux métiers, vous vous retrouvez avec un profil jetable, d'accord? Parce que vous avez été formé pour ce que voulait le marché à l'instant T. Et puis le marché change, vous vous retrouvez au chômage. Et donc soit vous allez vers les centres d'appel, d'accord? Donc vers la mort économique, où il n'y a plus de perspective, soit vous allez au chômage. Et pour sortir de ce piège-là, il faut développer une polyvalence. Et c'est le côté autodidacte que j'ai décrit au départ, c'est-à-dire aller vers des livres, aller vers une culture plurielle, faire un travail sur soi-même et sur votre formation académique, qui va vous permettre de vous adapter quand le marché va changer, et ne plus dépendre du marché pour votre débouché de travail ou pour votre vie tout court. C'est précis. Quel est l'objectif de l'enseignement?
quel est l'objectif et quel est, si vous voulez, l'aboutissement d'un enseignement réussi, surtout dans les humanités, en sciences humaines. Et de manière générale, la réponse qui me paraît la plus convaincante, c'est de dire que l'objectif de l'éducation, c'est pas parce qu'il y a l'enseignement et l'éducation. Dans le public, nous ne sommes pas des enseignants, nous sommes des éducateurs. C'est-à-dire que le savoir, le cognitif, fait partie d'un projet social où nous avons une idée de ce que nous voudrions avoir comme produit final, c'est-à-dire comme citoyen marocain. Donc il y a une dimension, je veux dire, nationale, on pourrait dire politique, qui est que nous formons des gens déjà pour améliorer la vie de nos concitoyens, puisque c'est vous qui êtes le Maroc de demain. Ça, c'est une formule un peu éculée, mais elle est réelle. L'objectif principal de l'enseignement, à mon avis, c'est d'amener les jeunes à penser par eux-mêmes, penser par soi-même. C'est l'objectif principal, parce que c'est une manière de donner à la fois de la liberté et de la dignité à travers l'enseignement. Et donc, c'est là où il y a à la fois le côté le plus pertinent de l'enseignement, mais aussi le plus noble, où l'enseignement prend son sens. Or, un des principaux problèmes aujourd'hui de l'enseignement, surtout primaire et secondaire, et qui fait que à la fac nous retrouvons ce genre de problème, c'est l'école telle qu'elle a été pendant longtemps, c'est-à-dire un lieu de répétition et un lieu de mimétisme, un lieu de où les personnes, les jeunes, doivent seulement démontrer leur capacité à restituer de la matière. Or, l'objectif, c'est de travailler la matière de la connaissance. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir un boulot, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et la preuve de ça, c'est que beaucoup de gens ont un boulot et qui sont malheureux dans ce boulot, parce que ils ont été mal orientés. C'est pour ça que je félicite vraiment cette école d'avoir fait cette rencontre d'orientation. L'orientation est très importante, et c'est à partir de quels critères qu'on s'oriente. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une formation qui répond au marché, ou bien est-ce qu'il y a plus que ça? Dans l'objectif de l'orientation, il y a bien sûr la stabilité, la recherche d'un emploi, la recherche d'une reconnaissance sociale, mais derrière tout ça, il y a nous-mêmes. Il faut que ce savoir qu'on aille à chercher, qu'on va chercher à l'université, ne soit pas un savoir pour les institutions, pour un système, mais d'abord pour nous. Et d'abord pour nous. Pour ne pas être, comme a dit M. Rachid, des travailleurs jetables. Et un travailleur est jetable lorsqu'il a seulement la spécialité, lorsqu'il perd cette spécialité, il perd son travail. Or, penser par soi-même, c'est une plus-value qui vous permet d'être demandé dans différents univers. Vous pouvez par exemple avoir des études en gestion, des études en finance, et même des études en médecine, des études techniques, et être de grands ingénieurs, de grands médecins. Mais si vous n'avez pas cette capacité de penser par vous-même, si vous n'avez pas les humanités, vous ne pouvez pas avoir un regard sur le monde. Vous pouvez seulement avoir un regard sur votre propre communauté, sur votre propre univers de travail. Et ça, c'est une pauvreté terrible. La preuve, c'est qu'on peut trouver des gens qui sont très bien intégrés, qui sont des médecins, des ingénieurs, des architectes, des top managers, mais qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucune vision, parce qu'ils sont trop enfermés dans leur spécialité. Donc, il y a dans les humanités des choses très importantes qui sont en train de s'effondrer dans les systèmes postmodernes, à savoir l'histoire, la géographie, la philosophie, la sociologie, la psychologie, considérées de plus en plus comme des disciplines secondaires par rapport à des disciplines qui vont directement à l'objectif, mais en fait qui vont directement au marché. Ce que je veux dire ici, c'est que même si vous avez des choix qui sont très techniques,
N'oubliez pas que vous avez un devoir envers vous-même d'auto-formation, comme disait mon ami Rachid. C'est-à-dire que vous devez pouvoir aller chercher le savoir qui vous permettra de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Et à ce moment-là, les humanités sont très importantes. Comment vous voulez comprendre ce monde sans comprendre son histoire? Comment vous voulez comprendre des idées sans comprendre comment les idées ont évolué dans le temps? Comment elles ont évolué dans la société? Comment vous voulez comprendre le monde dans lequel vous vivez si vous ne comprenez pas comment fonctionne une société? Donc tout cela, c'est de la psychologie, de la sociologie, de l'histoire, de la géographie, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble, pas une vision fragmentée et parcellaire, telle que le veut les démocraties de marché. Ils veulent des gens qui sont spécialisés et qui ne savent rien faire d'autre que ça. Donc, dans votre orientation, vous pouvez être sûr que, par exemple, une personne qui travaille dans le marketing, et qui a des notions d'histoire, des notions de philosophie, des notions... Ce sera quelqu'un qui pensera toujours plus loin que le simple technicien qui connaît les trucs d'enquête ou le rapport au consommateur et tout cela. Vous aurez toujours, là où vous allez avoir une plus-value parce que vous allez avoir une vision et une compréhension. Et surtout, vous n'allez pas être enfermé dans votre job. Vous n'allez pas être, telle personne, ce n'est que quelqu'un qui travaille là. Hein? Une personne est toujours plus grande par son esprit que ce qu'elle fait et parfois même que ce qu'elle pense, parce que ce qu'on pense est évolutif et change avec les connaissances. Voilà plus ou moins ce que je voulais vous dire à ce niveau. Nous savons tous que l'université, dans la mesure où elle baigne dans un environnement changeant, un environnement qui est en pleine mouvance, est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui appelée à repenser sa façon de faire et donc pour joindre l'utile à l'agréable, pour démocratiser les formations, les enseignements, la recherche, pour gagner également en efficacité, en efficience, le terme, selon vous, ne semble-t-il pas venu justement pour réfléchir sérieusement sur une intelligence collective digitale et sur des humanités numériques? Aujourd'hui, je veux bien savoir, vous qui intervenez dans des universités, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui au niveau de l'université marocaine des communaux collaboratifs? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des exemples ou des success stories en matière de MOOC, hein? Alors maintenant, est-ce que les intervenants au niveau de l'université, est-ce qu'ils acceptent, hein, cette innovation? Est-ce qu'ils sont prêts à repenser leur façon de faire, ou alors on continue à manifester des résistances? C'est-à-dire, s'il y a des expériences, alors je souhaiterais avoir quand même votre première appréciation, votre première réaction ou évaluation. Et puis peut-être une dernière question toujours par rapport à ce second axe. Le terme n'est-il pas venu aujourd'hui pour repenser l'autorité et le pouvoir au sein de l'université? Alors honnêtement, je pense que la bataille est perdue, que l'université va vers le marché et que c'est une marche irrémédiable. Alors je ne vais pas être pessimiste, mais vous êtes né et vous avez grandi à une époque assez particulière qui connaît de grands bouleversements et de grands changements. Mais après, ce n'est pas une raison d'accepter la fatalité, c'est juste de comprendre que la bataille aujourd'hui est une bataille individuelle. Que le combat n'est plus au niveau de l'université, qui est en train d'être marchandisé, et de s'orienter vers les dictats du marché. D'ailleurs, quand vous voyez les masters proposés au niveau de l'université, notamment d'économie, on dirait une école privée, ou une école de commerce ou de management. On n'a plus les fondamentaux. Il n'y a pas de master de macroéconomie. Ça n'existe plus. Je cite parmi les derniers lauréats d'un master qui a été fermé après, et donc il n'y en a plus. Donc partant de là, il y a des démarches au niveau de l'université aujourd'hui d'interdisciplinarité, mais l'interdisciplinarité ne doit pas prendre la forme qu'elle prend actuellement, c'est-à-dire de faire réunir dans un laboratoire des gens de différentes disciplines pour garder la même démarche fragmentaire du réel, mais sur un même papier. C'est-à-dire on fait venir un économiste, un sociologue, un psychologue, mais au final, c'est un dialogue de sourds qui fait que l'on n'est pas dans la vraie démarche de la pluridisciplinarité qui doit être individuelle. C'est-à-dire, le but n'est pas de réunir des gens de différents profils, mais que chacune de ces personnes soit porteuse d'une vision plurielle et complexe du réel. Donc la bataille, elle est là, en réalité.
Donc d'où le fait que quand j'ai parlé de la dimension autodidacte, et que Majid avait détaillé en parlant de la longueur d'avance que vous aurez dans votre métier si vous avez une culture générale très vaste, c'est de développer la pluridisciplinarité au niveau individuel et pas dans un schéma collectif. Après, naturellement, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout connaître, mais on peut au moins avoir des clés de lecture universelles, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, qui permettent de comprendre quelque part la matrice de la réalité, c'est-à-dire le cœur de la réalité, de le comprendre. Et à partir de là, on peut avoir une spécialité dans un domaine plutôt que dans un tel autre, et l'autre aura une autre spécialité, mais chacun de nous pourra parler à l'autre, car on parle le même langage, le langage de l'universalité. Or, aujourd'hui, vous réunissez un économiste, un psychologue, ils n'ont pas le même vocabulaire, ils ne parlent pas le même langage, ils ne traitent pas la même réalité, chacun traite une partie de la réalité. Et donc on aura beau réunir des gens de plusieurs disciplines, ça ne marche pas. Alors, comment faire quand même? Alors, il y a des initiatives, il y a notamment des écoles privées également qui font des universités populaires, c'est-à-dire indépendamment de ce que vous allez étudier dans l'école de commerce ou à l'université, vous avez la possibilité d'aller prendre des cours gratuits, ouverts à tous, où il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'examen dans des disciplines dites secondaires aujourd'hui par le marché. C'est-à-dire que vous allez étudier de la philosophie, de la sociologie, même si vous n'avez jamais fait ça. Et il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'examen, c'est gratuit et ouvert à tout le monde. Et donc ça permet de développer une culture générale. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle des humanités numériques, je ne sais pas si vous parlez d'humanité, mais en tout cas les outils numériques, vous pouvez... Vous savez, sur YouTube, il y a tout. Il suffit de trouver des bons mots-clés, d'être bien orienté, de trouver des bonnes conférences. Et une fois que vous tombez amoureux d'une thématique, d'un sujet, vous pouvez aller très loin. Mais pour cela, il faut casser et détruire un certain nombre de préjugés, parce qu'on sait au Maroc, enfin, on est tous marocains, on le sait, quand on parle de philosophie, on dit déjà la philosophie, quelque chose de négatif, c'est-à-dire c'est le fait de parler longtemps pour ne rien dire. Donc c'est un ensemble d'obstacles pseudo-culturels qui empêchent en réalité de découvrir un océan de complexité et un océan de savoir et de connaissances qui permettent de nourrir l'humain en vous. Parce que je vous le dis honnêtement, la plupart d'entre vous, si vous ne prenez pas en compte ce dont on est en train de parler aujourd'hui, du côté autodidacte, de la culture, vous allez tous être malheureux dans vos travaux, dans vos emplois, dans votre travail. Vous allez peut-être toucher de grands salaires, peut-être des salaires intermédiaires, mais à la fin, vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas nourri l'humain en vous. Et donc, nourrir l'humain en vous, c'est le fait de, même quand vous êtes piégé dans un travail que vous n'aimez pas, de trouver des échappées d'humanité après, c'est-à-dire lire un roman par la suite, aller au théâtre, donc faire de la musique, je ne sais pas, un instrument de musique, mais de nourrir votre âme et de nourrir l'humanité qui est en vous. Et par la suite, en nourrissant cette humanité par de la culture, par de la connaissance, vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous êtes malheureux à l'intérieur au sein de votre travail, et ayant compris cela, vous pouvez déconstruire ce malheur-là et comprendre le travail comme un travail. D'accord ? Le travail n'est pas une finalité, ce n'est pas votre raison d'être. Quand vous êtes manager, le côté manager, c'est votre fonction, ce n'est pas votre humanité, ce n'est pas votre être. Vous êtes humain avant d'être manager, vous êtes humain avant d'être comptable. Ces métiers, c'est des métiers qui permettent tout simplement de payer le loyer, les factures et de manger. Votre humanité, elle est ailleurs, elle est en dehors du travail. Elle est dans la culture, elle est dans l'humain, elle est dans l'autre, dans le rapport social, dans le rapport humain, dans la bonté, dans la générosité, dans l'entraide, la solidarité. C'est là où vous pouvez tester votre humanité. Et la réalité, le réel, est une école en lui-même. Comment vous parlez aux gens? Est-ce que vous souriez aux gens? Est-ce que vous les aidez? Quand vous voyez un malheur, ou un pauvre, ou un malheureux, est-ce que vous ressentez une douleur intérieure, ou non? Et même quand vous ne pouvez pas l'aider, déjà le fait de partager sa douleur en le regardant, c'est déjà une preuve d'humanité. Et donc, il ne faut pas réduire votre humanité au travail. Le travail est une occasion, tout simplement, de gagner de l'argent, mais ça s'arrête là. Et en l'occurrence, malheureusement, ce n'est pas l'université qui va vous permettre de développer ces qualités-là, mais c'est en dehors de l'université que vous pouvez le faire. Après, il ne faut pas se perdre dans la pluralité du savoir qu'il y a, mais il faut trouver les bonnes clés de lecture pour approcher la complexité du réel et ne pas tomber dans le piège de la séparation des savoirs et des métiers. Sur le même thème, moi je voudrais partager quelque chose avec vous. C'est peut-être le métier que nous faisons. Ce qu'il y a de plus intéressant dans ce métier, c'est que nous vivons avec des jeunes. Hein? On passe 20 ans, 30 ans,
avec des jeunes. Et donc, les enseignants à la faculté peuvent considérer, et ailleurs, peuvent considérer qu'ils sont privilégiés, parce que nous apprenons beaucoup de vous. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce sont les étudiants et leur curiosité et leur énergie qui alimentent le sens qu'on donne à notre métier. Sinon, c'est la question du sens, elle est fondamentale. La question du sens est d'autant plus fondamentale, et le savoir dont parle M. Hachachi est d'autant plus fondamental pour vous, que précisément, c'est quoi être malade aujourd'hui? C'est quoi être déprimé? C'est quoi avoir peur? C'est de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir donner sens à ce qu'on vit. Or, pour donner sens à ce qu'on vit, il faut avoir un bagage. Il faut avoir une maîtrise du concept, une maîtrise de la manière dont l'humain habite le monde. Il n'habite qu'à une seule condition, c'est qu'il puisse lui donner du sens. Or, les étudiants que nous rencontrons, quand ils arrivent à la fac, des jeunes comme vous, Inch'Allah, j'espère que vous allez tous réussir, vous arrivez à la fac, c'est votre première année, c'est un changement radical, c'est un changement de culture, c'est un changement de... il y a beaucoup d'interrogations, et vous venez très souvent, ce qui me frappe, c'est que ce qui prend du temps, c'est de faire passer le jeune bachelier de sa posture de consommateur à sa posture d'acteur. Et ça, ce n'est pas un reproche que je fais aux étudiants, c'est un reproche que je fais au système. Le système est encore imprégné par des éléments culturels, civilisationnels, peut-être mal compris, qui fait que l'autorité radicale et l'individu consommateur, l'étudiant consommateur devient le modèle. Or, c'est un modèle négatif. C'est un modèle négatif, c'est quelque chose qui est en train de changer très rapidement chez nous à la faculté, dans le public. Les professeurs ont vu les limites de ce que ça donne. Et ce qui arrive, c'est que se libérer de la tutelle commence par se libérer soi-même, déjà par la pensée, déjà par l'auto-formation. Vous ne pouvez pas attendre, vous ne pouvez pas venir et vous asseoir et dire maintenant donnez-moi du savoir. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand ça se passe comme ça, il y aura toujours dans le corps professoral des personnes qui vont jouir du fait qu'ils ne vont pas avoir des individus en face, mais juste des gens qui sont soumis à son autorité cognitive, son autorité de connaissance. Et c'est peut-être votre question sur la question du pouvoir. Si vous voulez casser l'idée du rapport de pouvoir et du rapport de... La meilleure façon, précisément, c'est de ne plus être des consommateurs. C'est de pouvoir avoir assez de bagages pour intervenir dans les cours, pouvoir faire avancer, pour créer des débats dans les cours, et en tout cas venir avec quelque chose qui est à vous. Et en bout de ligne, qu'est-ce que ça donne? C'est que j'ai remarqué, par exemple, au master, je suis toujours très impressionné. Je peux déclarer solennellement aujourd'hui sur des bases scientifiques, puisque les bases scientifiques, c'est la répétition du même résultat dans une même opération, que nos jeunes Marocains sont vraiment intelligents. Parce que j'ai vu énormément de jeunes qui, en 2 ans, le master c'est seulement 2 ans, sont arrivés avec des niveaux très faibles et qu'aujourd'hui ils font de grandes carrières. Et c'est à la fois quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Pourquoi? Parce qu'à la fois, les professeurs ont compris qu'il fallait les libérer et ne pas les mettre sous tutelle, et de l'autre côté, les étudiants ont compris leur responsabilité d'auto-formation. L'auto-formation, c'est pas l'auto-formation pour le travail. L'auto-formation, c'est l'auto-formation pour votre qualité d'être, de ce que vous êtes. Vous avez la responsabilité de produire en vous-même, de vous-même, une personne de qualité, hein, qui a du savoir, mais aussi qui a tous les éléments de civilisation. Et heureusement, on a une civilisation qui nous permet de repenser les choses et d'avoir une posture intéressante. Alors, j'aimerais quand même, avant de passer au troisième axe de réflexion,
Je souhaiterais interpeller nos invités par rapport, je dirais, à cette perception négative de la faculté. Puisque vous savez, l'université, il y a des instituts, des écoles et des facultés. Généralement, l'accès aux instituts et écoles, il est régulé. Et puis, pour les facultés, excepté la faculté de médecine de pharmacie, jusqu'à preuve du contraire, pour les autres facultés, l'accès est ouvert au grand public. Plutôt que la faculté ne soit perçue comme une source d'épanouissement, elle est plutôt perçue comme une source d'angoisse pour les bacheliers potentiels. Alors, quelle est la raison justement de cette perception négative et que faudrait-il faire justement pour que cette perception change? Je peux le comprendre parfaitement, parce que moi-même j'ai fait la faculté marocaine de la première année jusqu'au doctorat, donc je connais très bien ce monde-là, et je peux comprendre qu'il y a une appréhension négative à première vue vis-à-vis de l'université. Alors premièrement, il y a la liberté radicale comme l'université. Quand vous êtes en première année, il n'y a plus le contrôle des profs, le contrôle de l'école. Donc vous pouvez entrer au cours, ne pas y entrer, aller à la buvette, comme aller à la bibliothèque. Donc il y a une liberté totale qui fait peur, qui est angoissante. Et on a peur de se perdre, on a peur de ne pas pouvoir être à la hauteur et rattraper le retard si jamais il y a un retard. Et puis par la suite, il y a également, alors je ne généralise pas, mais il y a beaucoup de profs qui ne font pas leur travail, c'est-à-dire qui donnent des polycopiés, qui ne font pas le cours magistral, qui organisent les étudiants en petits groupes pour faire des exposés avec des diapos, et puis il est là pour commenter à la marge des diapos s'ils sont bien faits ou non. C'est pas la majorité, il y a des profs très honnêtes qui font bien leur travail. Mais ce que je veux vous dire, c'est de ne pas vous décourager. Peu importe la qualité du prof, peu importe le cadre, pensez à votre réussite à vous-même. Et les notes, les mentions, tout cela n'est pas ce qu'il y a de plus fondamental. Je n'ai pas été particulièrement brillant au niveau du baccalauréat, je ne vous invite pas à être pareil, mais je veux dire, il y a un cadre qui est contre nature. Quand on étudie au baccalauréat, quand on étudie à l'université, des fois on se demande mais pourquoi étudie-t-on tout ça? Des choses qui ne servent à rien, des choses qu'on doit apprendre par cœur pour les étudier. Là que j'ai dit que malheureusement vous n'avez pas de chance, c'est tombé à une époque où c'est très particulier. Mais à l'intérieur de cette négativité que je viens de décrire, vous devez tracer votre chemin, non pas dans un schéma de concurrence avec les autres par rapport aux notes, parce que les mentions vont compter au niveau du marché du travail, mais pour développer un côté atypique chez vous, un côté particulier qui vous est propre, une culture. Quand vous écrivez des CV, vous savez, à la fin, il y a une rubrique, tout le monde apprend à la légère, c'est loisir. Tout le monde écrit voyage, cinéma, poésie, enfin personne ne voyage, personne ne voit cinéma, mais tout le monde met ça en bas. Je veux dire, le but n'est pas de la remplir pour impressionner l'employeur ou l'école, ou peu importe là où vous avez votre CV, mais le but étant de la développer en vous-même, cette rubrique-là. C'est de réellement avoir des passions, c'est de réellement développer des vocations. Et puis par la suite, quand bien même vous échouerez, que vous arrêterez au niveau de la licence, votre vie, votre humanité ne dépend pas de votre parcours académique. Vous pouvez très bien être un licencié en biologie, en économie ou autre chose, être largement plus subtil et intelligent et compétent qu'un docteur en économie, un docteur en biologie, un docteur en autre. Il faut comprendre que le cursus académique n'est pas la condition sine qua non de votre réussite en tant qu'humain. Il y a un chemin qui permet d'accéder à un certain nombre de métiers, mais si vous le ratez pour une raison ou pour une autre, vous pouvez très bien continuer à être humain autrement, dans un autre schéma, dans une autre rubrique, dans une autre vocation au travail. Donc il ne faut pas se décourager, peu importe l'environnement. L'environnement va être dur, il va être compliqué. Vous n'êtes pas, la première année, peut-être que vous allez tâtonner, vous allez vous perdre, mais ne perdez jamais espoir. Car si jamais vous quittez l'université sans vous être construit individuellement et sans avoir acquis un savoir, parce qu'il y a quand même un savoir qui est offert à l'université, ça va être très 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 compliqué d'y revenir. Parce que si vous remarquez aujourd'hui, au niveau de certaines spécialités, comme en économie, le baccalauréat est périssable comme une boîte de sardines. C'est-à-dire qu'un bac qui date d'une année, 2 années, vous ne pouvez plus faire l'économie avec. On vous demande de repasser un nouveau bac, ce qui est une aberration totale, ce qui est tout simplement ridicule. C'est-à-dire que le bac devient une boîte de conserve avec une date de péremption. Donc, une fois que vous y entrez, vous ne devez en sortir qu'une fois achevé en tant qu'humain, ayant une culture, ayant un savoir, ayant au minimum un diplôme, c'est-à-dire une licence, un master. Après, par la suite, sur le marché du travail, il faut comprendre que le privé n'a pas la même logique que l'État. Que le privé aujourd'hui commence à changer au Maroc, que le diplôme devient secondaire. Il y a plein j'ai fait quelques métiers où on ne m'a jamais demandé mes diplômes.
j'envoie un CV, il y a un entretien, et c'est durant l'entretien que vous pouvez impressionner le recruteur en lui montrant que contrairement à la cohorte et à l'armée d'autres licenciés ou d'étudiants ayant un master, moi j'ai quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas. J'ai développé un savoir alternatif, j'ai développé une culture beaucoup plus large que le master, et donc il serait intéressant pour vous de me donner une chance de vous montrer que je peux vous apporter une valeur ajoutée que je porte en moi-même. Donc partant de là, je vous le dis, le diplôme devient de plus en plus secondaire, mais il faut l'avoir naturellement pour accéder à l'entretien, parce qu'il y a un filtrage au niveau des CV. Mais durant l'entretien, il y a plein de gens qui ont des 18 sur 20 au niveau de master, mais qui passent totalement inaperçus durant l'entretien, qui sont totalement effacés, qui n'ont pas développé un charisme, c'est-à-dire une personnalité, qui n'ont pas développé une manière de construire les phrases et de construire le raisonnement. On parlait tout à l'heure des humanités, je parlais de la grammaire, de la rhétorique, de la dialectique, c'est-à-dire des humanités qui permettent de développer la capacité de construire une phrase correcte. Mais aujourd'hui, tout cela est mis en danger, en partie par la technologie, parce que vous remarquerez que quand vous prenez votre smartphone et que vous commencez à écrire un message, vous n'avez même plus besoin d'écrire. Vous écrivez la première lettre, on vous donne le choix du mot, et donc vous suivez le choix que vous donne le téléphone. Et donc ça désapprend à construire un raisonnement, à connaître, enfin avoir une orthographe parfaite, avoir une conjugaison parfaite. Donc de petits conseils, essayez quand même d'écrire quand vous écrivez des messages. Et ne tombez pas dans le piège de la facilité qu'offre la technologie. La technologie n'est pas là pour remplacer l'intelligence, elle est là comme un outil qui permet d'accéder de manière plus rapide, plus efficace au savoir et à la connaissance. Et donc, le but étant à l'intérieur d'une université qui va vous paraître comme étant hostile peut-être, avec des profs qui vont être soit compétents, soit totalement incompétents, parce que je sais très bien que les étudiants ont un détecteur d'incompétence du prof, et que dès qu'ils ressentent l'incompétence du prof, ils ne peuvent plus le respecter, ce qui est tout à fait logique, mais que dans ce contexte-là, quand bien même vous n'arriverez pas à respecter le prof, respectez au moins la fonction qu'il incarne, respectez vous-même et les autres étudiants qui sont avec vous, et essayez dans ce schéma-là de capter et de capturer le maximum de connaissances, le maximum de savoir, de créer le débat, comme l'a dit Magid Tressi, de donner une vie à la classe. Le but n'est pas d'être assis comme ça, d'écouter le cours jusqu'à la fin et puis d'aller prendre le copier pour l'apprendre par cœur. Le but étant de faire de la classe un corps vivant qui permet d'interpeller le prof, d'interpeller les autres étudiants et de créer une dynamique de vie qui fait que le lendemain matin, vous avez envie d'aller à la fac parce que la liberté que vous avez à la fac va cesser d'être une liberté angoissante et qui fait peur, elle va devenir une liberté jouissive, une liberté de joie, une liberté de bonheur, d'accomplissement. Et vous allez à la fac en tant qu'adulte et plus en tant qu'adolescent. Parce que la fac, c'est également une rupture. C'est fini, vous n'êtes plus des enfants, vous entrez dans l'âge adulte, dans le monde des adultes où vous commencez à être responsable. Et là, il n'y a plus personne pour vous aider. Il n'y a plus d'encadrement, vous êtes totalement libre, donc vous êtes totalement responsable. La liberté va de pair avec la responsabilité. Et moi, mon rêve, c'est de vous voir un jour heureux. C'est-à-dire, peu importe le métier que vous ferez, peu importe votre revenu, votre bonheur n'est pas lié au revenu. Alors, il faut un minimum de revenus pour avoir les moyens de construire sa dignité et sa liberté. Mais dès que vous l'avez, vous devez avoir d'autres moyens que le revenu pour construire votre bonheur et votre liberté, et par la suite le bonheur et la liberté de votre famille, de vos proches et des gens que vous aimez. Vous avez le sentiment par la conviction que la faculté est mal perçue, et puis vous, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est quoi votre recette justement pour donner du sens à ce que vous faites, à vos yeux déjà, et puis aux yeux des apprenants, des étudiants que vous encadrez? Moi je le dis clairement, même si c'est ma famille, à l'université il y a le meilleur et le pire, on est bien d'accord. Donc les jeunes ils savent très bien à quoi s'attendre, ils ont des amis qui sont à la fac, ils savent que c'est difficile, ils savent qu'ils peuvent avoir des professeurs très ouverts et peuvent avoir des professeurs classiques, très carrés, très autoritaires et à la limite du sadisme. Donc moi j'ai vécu quelque chose dernièrement à la fac ces dernières années où j'ai vu des changements d'attitude parce que le monde change et des changements d'attitude d'étudiants où les professeurs qui étaient encore dans les anciens schémas d'autorité se sont retrouvés plaqués au mur. Hein. C'est-à-dire les étudiants les ont arrêtés secs en utilisant tous ce qui était à leur disposition. Et j'ai vu des professeurs commencer à renoncer à ces abus de pouvoir qui sont liés au... Donc moi je suis plus ou moins optimiste de ce côté, surtout que cet ancien schéma, ce sont les professeurs qui, comme moi, sont en train de partir. Donc il y en a d'autres qui vont venir les remplacer et j'espère qu'eux n'auront pas
ils ne seront pas porteurs de cet autoritarisme historique. Je n'ai pas envie de l'expliquer, mais il y a des explications psychosociologiques de ces résidus d'autoritarisme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure. Ce qui m'inquiète, c'est précisément la manière dont l'étudiant va se préparer à tout ça, s'il s'y prépare comme... comment il fait son choix d'orientation. À partir de quoi? Qu'est-ce qu'il va aller chercher comme information pour faire son choix d'orientation et entrer dans la faculté, et à partir de ce choix, rester en cohérence malgré les difficultés qu'il va trouver dans le système. C'est ça le défi. Et c'est pour ça que, moi, ce que je conseille aux étudiants, même plus au master, mais à la licence, c'est tout à fait valable. La première chose, déjà, c'est savoir, et vraiment s'asseoir, réfléchir et discuter beaucoup entre vous, et aussi avec des personnes ressources. Moi, je m'intéresse, je ne sais pas, à la psychologie. Je vais chercher des gens qui étudient en psychologie. Je vais trouver des professeurs. Je vais aller dans un cabinet où il y a un psychologue. Quel est votre métier? Qu'est-ce que je dois lire? Je me prépare à ça, à un métier. Mais je ne vais pas choisir sociologie, psychologie ou histoire juste parce que ça fait bien. Non. Quelles sont mes facilités? Quels sont les lieux où j'ai du génie? Où je n'ai pas... un individu normal, tout comme un animal normal, ne cherche jamais la difficulté. Il cherche toujours la facilité. C'est une preuve d'intelligence. Pourquoi je vais aller chercher des difficultés et faire quelque chose où je n'ai pas de talent, alors que j'ai du talent pour ça? Utilisez votre talent et aussi ce qui vous donnera de la joie. C'est pas pour rien qu'un grand auteur comme Nietzsche va écrire tout un livre qui s'appelle « Le gai savoir ». C'est-à-dire, le savoir, s'il n'est pas gai, s'il n'y a pas de la joie dans le savoir, la joie de découvrir, la joie de comprendre, la joie de pouvoir donner du sens, l'intelligence libère. Le savoir transformé en intelligence libère, il rend beaucoup plus calme, beaucoup plus, je dirais, il crée la maturité, il crée la stabilité. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas, c'est pas quelque chose qu'on va aller acheter dans une école privée en faisant tel cours. C'est quelque chose qui se prépare déjà par rapport à ça. Alors, moi, le conseil que je vais vous donner, pour les personnes qui vont à la fac publique, soyez sûrs que vous allez trouver ce que vous cherchez, pas par rapport à votre talent, par rapport à vos attentes, mais soyez sûrs aussi que vous allez trouver ce que vous ne voulez pas. Les difficultés, le manque d'organisation, le manque de moyens, toutes ces choses-là. Alors, soit il y a cette attitude un peu pleurnichante, d'être là et de dire on est des victimes, rien ne marche et tout ça, et voilà, on passe à travers la fac en disant de toutes les manières, c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est comme ça. Non, il y a à aller chercher le mieux, mais par rapport à un projet qui vous est personnel. L'orientation, c'est un projet personnel, et c'est un projet pas seulement de travail, c'est un projet de vie. Hein. On sait, très souvent on sait ce que l'on veut très, très tôt. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Hein. Maintenant, il y a aussi une autre chose, c'est pour ça qu'on vous a conseillé dès le début l'auto-formation en parallèle avec la formation académique, c'est que très souvent on a des vocations et on a des facilités qu'on ne connaît pas. On a des talents qu'on ne connaît pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire aller dans plusieurs univers de pensée pour savoir là où j'ai le plus de facilité. Et une fois que vous avez identifié ça, il faut avoir un projet. Les étudiants qui réussissent le mieux chez nous, en licence, dans leur travail de fin d'études, ou bien en master, dans leur mémoire, ce sont ceux, et bien sûr après le doctorat, ce sont ceux qui ont pensé le plus tôt à ce qu'ils voulaient et pourquoi ils le voulaient. Donc ce sont deux questions qu'il faut déterminer, pas quand vous arriverez au master, maintenant. Hein. Et je pense que vous avez ce qu'il faut pour le faire. C'est quelque chose d'important. C'est une dimension politique et sociale qui est très importante, qui fait partie de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation nationale. L'expérience de la faculté, surtout dans le public,
l'expérience de la faculté, surtout dans le public, est une expérience exceptionnelle pour l'étudiant, parce que c'est le seul endroit où les étudiants vivent une égalité de fait. Il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de est-ce que vous avez de l'argent ou pas, qui sont vos parents. Vous êtes des étudiants, vous êtes dans l'équivalence. Et c'est ce moment-là où vous pouvez vous détacher précisément de tout ce qu'on appelle les fractures sociales pour véritablement vivre un vrai bonheur d'être ensemble, qui est en principe l'objectif de la démocratie. Mais la démocratie n'y arrive pas. Par contre, l'école y arrive. Hein? Et c'est pour ça. Ça, peut-être c'est le dernier conseil et le plus important que je pourrais vous donner en fonction de mon expérience. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la compétition. Or, aujourd'hui, tout le monde vous invite à la compétition. Seuls les plus... C'est comme Highlander. On s'entretue et il n'en restera qu'un. Mais ça ne va pas. On veut tous rester. On veut tous rester. Pourquoi ce massacre? Au contraire, c'est la solidarité, l'entraide. J'ai eu des difficultés à amener les étudiants à faire circuler un document. Non, c'est mon document. Ce savoir, il est à moi. Et c'est ça qui va me permettre d'être plus fort. Non, arrêtez. Faites circuler. Mon intelligence n'est pas la tienne, n'est pas la l'autre. Le même texte va être lu de manière différente en fonction de différentes personnes. Ayez la générosité de ce moment génial qui est l'égalité sociale dans un lieu qui ne dure que très peu de temps. Après, soyez sûr que la compétition va vous tomber sur la tête de manière très violente. Ce n'est pas la peine de la vivre dans ce moment-là. Voilà, c'était ça. D'accord, non, je vais juste dans la continuité de ce qu'on a dit, que tout le monde n'aura pas la chance d'intégrer la spécialité qu'il veut. Beaucoup voudront faire, par exemple, économie, ils ne pourront pas parce qu'il y a un concours, il y a un nombre limité de places. Et puis beaucoup, par défaut, vont faire lettres ou biologie ou des disciplines qui ne les intéressent pas, mais qui, par défaut, pour ne pas rester vacants pendant une année, vont la choisir. Alors je veux dire que même là, quand vous allez faire lettres, alors qu'au départ, vous ne vouliez pas, vous pouvez toujours vous dire à un moment, je vais aimer cette discipline, et je vais apprendre à l'aimer, je vais me donner les moyens de l'aimer. Je ne la connais pas du tout, donc je vais aller chercher et m'investir totalement pour la découvrir et pour l'aimer. Il y a de la beauté dans tout, il y a de l'amour dans tout, il y a de la découverte dans tout. Et là, ce que je vous recommande, c'est que peu importe la discipline que vous allez faire, il y a une manière de trouver une inspiration, c'est d'aller lire les biographies des grands personnages de la discipline que vous allez étudier. Par exemple, pour savoir pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont écrit ce qu'ils ont écrit, comment l'histoire fait qu'à un certain moment on a pensé de telle manière plutôt que telle autre. Et là, bon, tout le monde n'a pas les moyens d'aller lire des livres biographiques, mais sur Wikipédia, il y a un très bon travail qui est fait, bon, malgré quelques défauts, vous pouvez aller lire. Vous faites littérature française ou anglaise, vous pouvez aller déjà commencer par découvrir qui est Chateaubriand, qui est Flaubert, qui est, dans le cas anglais, vous allez lire qui est Shakespeare. Donc, d'aller voir des parcours, des gens qui ont vécu une vie pleine et entière, une vie dans la totalité de l'être, des gens qui ont contribué à l'élévation humaine, spirituelle, intellectuelle, civilisationnelle de l'humanité, et de vous dire que moi, X ou Y, je ne suis pas qu'un simple spectateur, consommateur d'une discipline qui va mourir comme si je n'ai jamais existé en n'apportant rien, à part un petit emploi, un crédit pour la maison, et puis mourir, et de dire que il n'y a pas de différence de nature entre vous, Chateaubriand, Shakespeare ou Darwin. Vous êtes composés des mêmes atomes, vous avez la même structuration corporelle, vous avez tous une âme, vous avez tous une intelligence qui est plurielle, qui est différente de l'un à l'autre, mais vous pouvez tous, non pas dans un schéma de grandeur et de narcissisme, de dire moi je vais être supérieur aux autres, le but n'est pas là, mais de dire que moi, malgré mes conditions, malgré que j'habite dans un pays assez compliqué où tout est en train d'être chamboulé en transition, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice et je vais produire quelque chose qui va illuminer ma réalité et la réalité des autres. L'objectif n'est pas d'avoir le prix Nobel de littérature ou autre chose, mais au moins de dire que cette discipline va être un chemin qui va me permettre de déployer mon humanité et de laisser un héritage culturel, un héritage de savoir. Écrire un livre, ce n'est pas quelque chose de magique, d'accord ? Apporter un nouveau concept, ce n'est pas quelque chose de magique. Ça demande le fait d'aimer et d'embrasser
une porte d'entrée dans la totalité, qui peut être la littérature, qui peut être la biologie, qui peut être n'importe quoi. Mais il faut dire que je vais aimer. Vous le décrétez dans votre cœur, au fond de votre âme, et puis vous allez embrasser la discipline, peu importe laquelle, même si au départ ne vous intéressez pas. Mais ça peut toujours être une porte d'entrée pour le réel, pour la totalité, et pour découvrir votre humanité à travers la discipline que vous auriez choisie ou pas. Nous avons convenu dès le départ que... Donc bonjour, je m'appelle Lofel, bachelier du Collège-Lycée International Ilbilian. Merci d'abord pour votre présence. C'était vraiment une table ronde intéressante et enrichissante. Monsieur Achid, vous avez parlé de l'humanité, comment développer l'humanité au sein de nous. Vous avez parlé du bagage intellectuel et du savoir. Monsieur Majid, vous avez parlé de ne plus être consommateur, ainsi que vous avez parlé des difficultés au sein de l'université. Je voudrais bien savoir quel est le profil de l'étudiant au sein de l'université pour aboutir à cette humanité, à ce bagage. Je suis d'accord avec vous que c'est un travail individuel, mais je voudrais bien savoir, comme futur bachelier, comme futur élève dans l'université, quel est le profil que je dois suivre pour être un étudiant, pour sortir de l'université avec un bagage, comme vous avez dit, intellectuel, de développer cette humanité. Et merci. Donc bonjour, je m'appelle Hamza Sapot, je suis aussi bachelier au Collège-Lycée International Ilbilian. Et personnellement, je crois qu'avec le système scolaire actuel, il est difficile et très compliqué de former des jeunes à l'intelligence plurielle. Donc on est obligé de se trouver du temps, alors que notre planning est déjà assez chargé, autant que bachelier. Du coup, on se demande quelle voie suivre et on tombe dans des dilemmes. Donc à votre avis, il faut faire quoi dans une telle situation, sachant qu'on ne cherche pas à résister à la négativité uniquement, mais on cherche à trouver des solutions. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voulais remercier la présence des deux messieurs, monsieur Triss et monsieur Achachi. Je voulais intervenir par poser 3 questions. La première, à partir de quels critères on doit s'orienter. La deuxième, comment nourrir notre âme et être heureux dans notre boulot. La deuxième est pour monsieur Achachi, qui nous a dit qu'on ne donne pas importance à notre note en bac. Je suis pas d'accord, car si on n'a pas eu une bonne note, on n'aura pas des choix pour s'orienter. Donc la faculté va être notre seule direction. Merci. Salut, je m'appelle Praïsa, je suis ici au lycée technique à Noël. Je voudrais bien poser une question. Dans un certain âge, on devient autonome, mais dès on est petit, on apprend juste par cœur. Est-ce que vous pensez que pour avoir un certain profil qui a cette intelligence plurielle, ça doit commencer dès le début, dans un très tôt âge, quand on est à la crèche et le primaire? Merci. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos interventions, c'est très enrichissant. Ensuite, je suis une élève en première année en classe préparatoire. Et sincèrement, ce que vous avez dit, c'était très beau. Simplement, il y a un petit aspect utopique. On ne peut pas le nier. Ce que vous dites, je vous rejoins dessus, mais de nos jours, on vit dans une société de consommation. Donc, un élève qui réfléchit, un élève qui ne fait pas que, en quelque sorte, rendre ce qu'on lui a donné, c'est un élève qui ne sera pas félicité. Là, je reviendrai sur le problème qu'on retrouve tous après avoir obtenu notre bac. Moi, je pense que l'État a donné la priorité à ceux qui ont eu de bonnes notes et non pas à ceux qui étaient réellement passionnés. Et moi, je trouve ça bas, c'est vraiment bas de la part de l'État, parce que c'est pas forcément ceux qui ont eu de bonnes notes qui vont aller le plus loin dans ce métier. Et donc, c'est pas réellement eux qui vont faire avancer et la société et en quelque sorte être épanouis. Donc, je ne comprendrai jamais à partir de quoi on peut se baser pour dire que cet élève mérite mieux que l'autre d'avoir accès à un certain
à une certaine formation. Donc la formation devrait être accessible pour tous, et ce, en dépit de la note du bac ou de la note qu'un certain professeur aura attribuée à d'autres. Parce qu'en faculté notamment, on remarquera que certains professeurs donneront de mauvaises notes juste parce que l'élève aura eu une mauvaise expérience avec le professeur. Et ça, mais je ne comprendrai jamais, parce que comment on peut ruiner, oui, c'est ruiner carrément l'avenir d'un élève parce que tel ou tel jour, il s'est mal comporté. Donc je crois que c'est tout un système qu'il faudrait revoir, et certes, l'idée est bonne, l'intention est bonne, mais après, il faudrait agir un peu plus au lieu de... Ta question, Laza. C'était ça ma question, j'avais dit que c'était utopique, mais est-ce qu'il y avait une possibilité de changement? C'est pas une question, c'est une affirmation. Ta question. Oui, c'était ça ma question. C'est utopique, mais est-ce qu'il y a une possibilité pour que ce soit réalisable? Je vais essayer de répondre de manière transversale pour éviter de perdre trop de temps. Premièrement, concernant le profil de l'étudiant, c'est un profil d'étudiant curieux, courageux. Alors la curiosité, le fait de lire, ça ne doit pas empêcher de vivre. Vous pouvez également jouer au foot, jouer à FIFA, ça ne veut pas dire que vous allez vous enfermer dans une bibliothèque et lire à longueur de journée, mais ça veut dire qu'en parallèle des activités de divertissement que vous allez faire, vous allez consacrer un peu de temps durant les vacances, durant le week-end, pour lire 10 pages, 20 pages. Il ne faut pas avoir peur. Donc envoyer un livre de 400 pages, je dis, j'y arriverai jamais. Mais ne le faites pas, commencez par 10 pages, par 15 pages, de temps en temps. Et puis petit à petit, ça commencera à venir. Au départ, vous allez avoir de la migraine, vous n'allez pas avoir la capacité de vous concentrer plus de 20 minutes. C'est vrai, je veux dire, même un grand lecteur, s'il arrête de lire pendant une certaine période, après c'est très dur de reprendre. Mais ça viendra, c'est une habitude, c'est une école. Alors, je vais commencer par la fin. Alors, à quel âge commencer? Tout à l'heure, la question a été posée. Je ne pense pas qu'il y ait un âge de dernier recours. Je pense qu'on peut commencer à n'importe quel moment. Qu'il y a des gens qui étaient totalement dans l'erreur consumériste du choix de filière ultra-performance, économie, management ou n'importe laquelle, et qui, à l'âge de 27 ans, à l'âge de 30 ans, ont découvert une vocation, se sont mis à développer une culture, et qui ont même tout abandonné pour, par la suite, se réinventer ailleurs, dans un autre secteur, faire de l'auto-entrepreneuriat. Donc le but est de comprendre que la finalité n'est pas le salariat. Je veux dire, il n'y a pas que le salariat comme mode de réussite dans la vie. Il y en a d'autres, c'est le fait d'avoir un petit projet à vous, d'accord? Vous prenez des risques, mais la vie est faite de risques. Alors après, c'est peut-être un luxe de le dire comme ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas droit à l'erreur, du fait des conditions économiques et sociales, de la pauvreté, et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais ne pas vous limiter à une seule possibilité d'épanouissement. Elles sont plurielles et il n'y a pas d'âge. L'optimal serait de commencer très tôt, effectivement à la crèche, au primaire. Mais je veux dire, il ne faut pas désespérer et on peut commencer à n'importe quel moment. Alors, les critères d'orientation. Naturellement, on doit prendre en compte les chances de réussir au niveau du marché du travail quand on choisit. Le but n'est pas que tout le monde fasse philosophie ou sociologie, d'accord? Il faut prendre en compte le réel, mais il faut chercher à trouver un équilibre entre les possibilités de réussite dans telle ou telle discipline et entre ce que vous aimez. Parce qu'il ne sert à rien de faire médecine alors que ce n'est pas votre vocation. Vous allez le faire, vous allez avoir un cabinet par la suite, une villa, une jolie voiture, vous allez être un très mauvais médecin. D'accord? Parce que vous n'aimez pas votre métier. Et vous traitez un malade comme étant un client. D'accord? Vous n'aimez pas le malade. Il n'y a pas de nourrir l'humain en vous. Donc vous devenez un charcuteur, voilà. Vous commencez à charcuter les gens. Donc après, l'aspect utopique, je suis d'accord. Je me modère quand je parle, mais je sens votre colère et votre esprit de rébellion qui me réjouit. Et d'ailleurs, toutes les questions me réjouissent parce que je vois que nos bacheliers, que nos jeunes Marocains et Marocaines ont un niveau qui nous rend fiers. Vos questions sont pertinentes, il y a une colère, il y a une peur, tout est mélangé chez nous, mais vous avez le courage d'aller vers le réel, et à travers les questions, on voit qu'il y a une capacité intellectuelle à poser les vraies questions, les vrais problèmes. Alors effectivement, l'État et le marché, parce que derrière l'État il y a le marché, c'est lui qui a établi cette logique de hiérarchisation, de concurrence entre les gens. Effectivement, vous ne pouvez pas en réchapper en quelque sorte, parce que de toute manière, même en préservant votre période universitaire, qui est en général la plus belle période de la vie, vous allez entrer, comme a dit Majid Tressi tout à l'heure, dans un schéma de concurrence malgré vous. Parce que quand vous êtes 4 à passer l'entretien, et que vous êtes dans la salle d'attente à attendre votre tour, vous pouvez quand même rester humain et vous souhaitez bonne chance. Et d'y aller en bon perdant et en bon gagnant. Mais le but étant comment, dans un milieu
foncièrement hostile, mauvais et injuste, celui du marché et celui de l'État au service du marché, comment vous pouvez en ressortir avec le moins de dégâts possible et de demeurer quand même humain malgré toute la pourriture ambiante, d'accord, qui englobe le réel aujourd'hui, pas uniquement au Maroc, mais de plus en plus partout. Donc le but étant de survivre dans un schéma abject de concurrence, d'écrasement des gens. Donc le but, il est là. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la culture, alors il y a le travail, mais il y a également le domaine associatif, qui vous permet d'aller vers l'autre, qui vous permet de créer des liens, de créer des ponts, d'être en contact avec le réel, de ne pas vous déconnecter du réel. Parce que quand bien même vous vous inscrivez dans la logique de concurrence, d'accord, vous écrasez tout le monde à l'université, vous venez avec 18, avec plein de mentions partout. Vous avez le meilleur job, vous avez le meilleur salaire, vous n'allez pas être heureux. Vous n'imaginez pas le nombre de hauts cadres qui touchent des salaires extrêmement élevés et qui ont une tristesse profonde dans le regard. Des gens qui vivent des dépressions nerveuses, alors qu'ils ont tout, selon les critères du marché, pour être heureux. Mais ils ont une misère intérieure et une pauvreté intérieure qui fait qu'on n'a jamais consommé autant d'anxiolytiques et de psychotropes pour échapper à une réalité insupportable. Mais parce que ce n'est pas la bonne clé d'entrée dans l'humanité et dans la réalité. Donc le but étant naturellement de prendre en compte les contraintes du marché, des contraintes du réel, mais de trouver également un équilibre avec ce que vous aimez faire, parce que là où vous allez être porté par un amour, vous allez donner le maximum, vous allez faire le maximum que vous pouvez. Après, tout le monde ne va pas être médecin, tout le monde ne va pas être philosophe, mais tout le monde peut être philosophe. Et tout le monde peut développer une culture médicale. C'est ce que j'ai dit en parlant de la pluralité. Vous pouvez être boulanger, et le boulanger, c'est un métier magnifique. C'est un contact avec la matière, vous donnez vie à cette matière-là. Il y a une symbolique du pain dans toutes les religions. Vous pouvez être boulanger, mais ça ne vous empêche pas à côté de lire un peu Platon, de lire un peu Socrate, de lire un peu Spinoza, pas forcément d'aller vers le texte d'origine qui des fois est un peu complexe, mais d'aller vers des livres qui permettent de simplifier, qui permettent de découvrir. Et puis par la suite, petit à petit, au fur et à mesure que vous développez un vocabulaire, peu importe, philosophie, sociologie, n'importe quoi, au fur et à mesure que vous développez une culture à travers des livres dits de vulgarisation, vous pouvez aller par la suite vers le texte d'origine. Et là, vous allez découvrir ce que veut dire la joie d'apprendre. Quand vous découvrez, quand vous apprenez quelque chose, une information, qui vous permet de comprendre un phénomène donné qui était tout le temps devant vous, mais que vous ne voyez pas, croyez-moi, vous ressentez une joie infinie de vous sentir plus intelligent, ou en tout cas moins bête que la veille. Et c'est une joie de se sentir moins bête qu'avant. Or, malheureusement, tout est fait pour que la bêtise devienne la raison d'être des hommes et d'être heureux d'être bêtes. Et il y a toute une culture de la bêtise qu'il faut déconstruire et de redévelopper la question de l'intelligence et de la joie de découvrir et de se sentir un peu plus intelligent. Donc ce n'est pas utopique, ça s'appelle un combat. C'est un combat qu'il faut mener, un combat avec soi-même, un combat pas avec les autres en tant qu'ils sont des individus, mais le combat avec un système, effectivement, qui a pour vocation de faire de nous des humains-machines intégrables dans un processus de production en tant qu'input pour produire des outputs. Le but étant d'échapper à cette logique-là, tout en y étant, parce que de toute manière, la plupart vont être des salariés. Donc comment être salarié tout en gardant notre humanité? Comment être salarié sans perdre votre individualité? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui travaillent dans une entreprise, bon, je ne vais pas donner de nom, mais peu importe l'entreprise, quand ils parlent de leur entreprise, ils disent « nous ». Chez nous, on fait. Il n'y a pas de « nous ». Vous êtes un salarié jetable. Demain, vous ne correspondez plus au profil requis par l'entreprise, vous êtes viré. Le « nous », c'est l'actionnaire qui peut le dire. Les actionnaires peuvent dire « nous ». Mais vous n'avez pas à dire « nous ». Mais le but du marché est de vous assimiler à l'entreprise, de vous fondre dans l'entreprise pour en faire votre raison d'être. Et d'où le fait qu'on dit que le travail est un lieu d'émancipation, est un lieu d'épanouissement. C'est faux. C'est faux. Le travail est un lieu d'exploitation, est un lieu d'écrasement de l'humanité. Vous êtes obligé d'y être, mais comment faire tout en y étant pour nourrir votre famille et pour avoir une vie matérielle, un minimum de dignité? Comment garder votre humanité dans ces chemins-là et de ne pas dire nous, de dire je et eux, d'accord, tout en y étant. Donc c'est une lutte, d'accord, c'est une guerre, c'est un travail, c'est une lutte intellectuelle, une lutte conceptuelle, une lutte culturelle, une lutte politique qu'il faut mener, d'accord, pour changer les choses, et en tout cas pour ne pas mourir dans cette logique marchande. On s'était promis avant de vous rencontrer de rester positif et d'écouter la critique radicale, mais c'est plus fort que nous. Vous avez rendu la tâche. Mademoiselle, en parlant d'utopie, je rappellerai le mot utopie. Le mot utopie a pris justement une connotation négative pour éliminer l'utopie, pour qu'il ne reste que le réel froid. Or, l'utopie, c'est précisément cet horizon vers lequel vous marchez.
c'est le lieu que vous n'avez pas encore atteint. Donc il est absolument nécessaire. L'utopie est fondamentale dans notre manière de construire un univers et un monde. Donc c'est pas négatif l'utopie. Mais tel que vous l'utilisez le terme, effectivement, si l'utopie c'est n'essayez pas, ça ne servira à rien, effectivement, il y a cet élément-là. Donc vous avez parlé de quelque chose d'important, c'est la violence du rapport entre le public. Hein, vous avez... un professeur peut se baser sur sa relation personnelle avec l'élève, ah oui, alors qu'il n'a pas eu d'élève. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça ce n'est pas une spécificité nationale, locale. C'est général et c'est humain. Il y a des professeurs qui n'ont pas la maturité de comprendre encore que ce n'est pas comme ça qu'on interagit avec et qu'on ne peut pas transformer son pouvoir, son savoir en pouvoir sans payer le prix un jour ou l'autre. Parce que le temps est maintenant, la question de la compétition, elle est d'autant plus importante que c'est devenu le référentiel mondial. Tout le monde est en compétition avec tout le monde. Dans une configuration, je dirais, qui est, comment ça s'appelle, qui est représentée par le modèle américain du self-made man, celui qui ne doit rien à personne et qui va être plus puissant que les autres. Ce schéma-là, il faut bien comprendre que ce schéma-là, c'est un schéma qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, quasiment. Parce que c'est un schéma antisocial. Or, toutes les sociétés dans l'histoire de l'humanité ont créé des schémas sociaux, des schémas qui créent le lien. Or, le schéma autour de la compétition, c'est le schéma qui rompt le lien pour transformer chacun adversaire de l'autre. Et donc, vous êtes, quelque part, nous sommes dans ce système-là, qui est un système choisi politiquement. Effectivement, s'il n'y a que quelques-uns qui sortent, le reste, ce n'est que des rebuts, et bon, ils n'ont plus de puissance sociale. Ce schéma-là, il faut bien comprendre, comme disait mon ami CHHI, que c'est aujourd'hui, que c'est un fait. Il faut confronter ça, c'est comme ça que ça fonctionne. On est dans des structures de compétition généralisée de chacun contre tous, et que ça produit des humiliations. Pour pouvoir se dégager de ce schéma, et pouvoir avoir une carrière, et pouvoir avoir une formation, tout en n'ayant pas l'information d'être soit un loser, soit un winner, il n'y a pas de deux humanités, une de loser et une de winner avec rien au milieu. C'est absurde, vous êtes d'accord? Il y a des gens qui win un peu, d'autres qui win un peu plus, d'autres qui lose un peu moins, et c'est comme ça. Ce sont des catégories absurdes qui sont en fait des catégories de pouvoir contrôler et aller chercher, dégager une élite. Hein. Ce schéma-là, c'est le schéma qu'on est obligé de confronter. Donc il y a ce que j'appelle moi des humiliations nécessaires. Des humiliations nécessaires. C'est-à-dire que vous allez trouver des profs qui vont vous maltraiter. Vous allez trouver des structures qui vont vous mettre en guerre l'un contre l'autre. Et précisément, c'est comment pouvoir vivre dans ces milieux sans être habité par ces référentiels. Se dire, bon, c'est la compétition de chacun contre l'autre, mais moi je ne vais pas rentrer de manière violente et barbare. Hein. Je veux pouvoir me dégager du lot en fonction de mes réelles valeurs, de ce que je suis réellement. Pas une lutte à mort, pas une lutte à mort, mais un déploiement, un développement de soi qui fait qu'on est apprécié. Et à ce moment-là, laissez les gens vous monter. N'essayez pas de monter sur la tête des gens. Comme effectivement, c'est le système que vous allez devoir confronter, malheureusement, que nous critiquons beaucoup avec M. Hachi, qui est inhumain, et que précisément vous pourrez changer si vous avez la force d'amener votre souffle de vie dans cet univers en déperdition, qui est en train de se bouffer lui-même, et comment rester vivant, hein, je dirais spirituellement, et gagner sa vie en même temps. C'est un défi, et je vous fais confiance que vous y arrivez. Inch'Allah. Je crois qu'on a une question importante.
ne vais pas être mal compris. Je n'ai pas dit que la note n'était pas importante et qu'il fallait faire n'importe quoi. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des gens qui ont le bac avec 10 ou 11. Et alors? Est-ce que le monde va s'écrouler? Est-ce qu'ils doivent se donner la mort? C'est ce que je veux dire que la note ne va pas déterminer votre humanité, votre être et votre devenir. D'accord? La note est un parcours, est un filtre établi par un système de mise en concurrence généralisé de tous contre tous. Mais quand vous n'avez pas la bonne note telle que voulue par cette logique-là, vous demeurez humain et vous pouvez par la suite rattraper votre retard ailleurs. D'accord? J'ai pas toujours été mauvais élève. J'ai été mauvais élève au niveau du bac, et puis au niveau de l'université, quand j'ai choisi la discipline que j'aime, j'ai fini major de promotion. D'accord? J'ai passé de 10 à 15 ou à 17. D'accord? Donc le but est de ne pas perdre espoir. D'accord? Il n'y a pas de défaite. Quand bien même vous n'aurez pas votre bac cette année, c'est pas la fin du monde. D'accord? Vous pouvez pleurer, vous pouvez aller frapper un sac de boxe, d'accord? Mais par la suite, ce n'est pas là, il faut arrêter, d'accord? La vie ne s'arrête pas à une année ou à 2 années ou à une note, etc. Vous demeurez humain, votre humanité ne dépend pas de la note. Votre chance de réussite par la suite ne dépend pas uniquement de la note. Une note, ça peut se rattraper. Une année perdue parce que vous avez échoué au bac, ce n'est pas la fin du monde. D'accord, ça fait mal, je le comprends humainement, mais vous reprenez, la vie continue. D'accord, je voudrais dédramatiser un peu la question de la note. D'accord, et vous ne dépendez pas d'une année. D'accord, le cursus académique, c'est 5 ans minimum. Après, si vous avez le doctorat, vous pouvez aller jusqu'à 9 ans. Mais en 5 ans, vous avez largement les moyens de vous rattraper et de corriger le tir si jamais vous avez mal choisi votre orientation de départ. Parce qu'il y a une logique de branches qui sortent à chaque fois que vous montez. Au niveau de la licence, vous choisissez une branche, et puis en fonction de la branche que vous avez choisie, il y a d'autres branches au niveau du master qui se proposent. Mais entre-temps, durant les 2-3 premières années, vous avez le temps de découvrir quelle est votre vocation. Et pour la découvrir, il faut tâtonner. Il faut lire un petit livre d'art, regarder une petite conférence d'art, participer à une activité dans l'associatif pour voir ce que ça donne. Et puis en tâtonnant, vous découvrez. Et lorsque vous faites le choix de la branche que vous allez choisir, le choix va être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus adéquat à votre vocation, à vos rêves, à vos désirs, à ce que vous voulez, tout en prenant en compte la réalité du marché du travail, etc. Je veux dire, arrêtez de dramatiser la question de la note. C'est bien d'avoir une bonne note, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la fin du monde, vous pouvez vous rattraper. Les questions de l'assistant vous ont interpellé. Je voudrais juste m'adresser à la salle. Est-ce qu'il y a parmi vous des littéraires, adabi? Voilà le triste sort de ce pays. Là, ouais, c'est terrible, c'est terrible. Bon, puisqu'on n'a pas et on n'a pas parmi vous, c'est pas la peine que je dise ce que je voulais dire, mais je vais le partager. Je vais le partager avec les scientifiques. Moi, j'étais sciences maths. J'avais de très très bonnes notes. Mais ça me disait rien du tout. Vraiment rien du tout. Et j'ai changé complètement. Je me suis orienté j'ai fait de la littérature française à un certain moment. Ça m'a plu, mais sans trop me passionner. Moi, je voulais être agrégé de philo. La philo, c'était l'oxygène. Et croyez-moi, il y a une dimension destinale qui existe, mais il y a aussi une destinée. Et il faut, et ça m'attriste beaucoup pour vous et pour ce pays. Vraiment. On a deux magnifiques personnes, l'une anthropologue et l'autre sociologue. Vous savez combien on a dans ce pays? On peut les compter vraiment. Je ne vais pas dépasser mes 2 mains. Croyez-moi, je n'exagère pas trop. Il y a aujourd'hui, on en parlait avec Rachid il y a quelques mois, juste pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire, il y a des fois où des entreprises marocaines veulent étudier le marocain, ils font venir un psychologue ou un sociologue français.
qui ne comprend rien du tout. Il n'y a pas que le médecin. Et c'est ça, ce vers quoi je vais aboutir. Les métiers, c'est pas que le médecin, l'ingénieur, le financier, parce que moi je suis en prépa, mes élèves ne rêvent que de cela. Il y a d'autres métiers qui sont magnifiques, qui peuvent donner du sens à votre vie et qui peuvent devenir votre oxygène. Ça sert à quoi une vie où on va s'enfermer dans un carcan à vie, permettez-moi la répétition, sans donner du sens ni à soi ni à autrui. Et je crois qu'il y a, malheureusement dans le modèle qui vous a produit, un mépris pour les sciences humaines, pour les arts, pour les humanités. Aujourd'hui, et ces 2 journées ont pour objectif de vous donner l'occasion de réfléchir, de faire une auto-évaluation et de vous donner le temps de prendre un peu de recul et de distance par rapport à ce que vous avez fait et ce que vous pouvez faire. N'oubliez pas, si on les appelle les humanités, les humanités. Alors c'est pas pour rien, les humanités. Alors on ne les a pas appelés les machineries, par exemple. يعني هذوك راهم اللي كيخلقوا الانسان كيكونوا الانسان كيوجهوا الانسان راه مهمين راه اشنو هي الاساسي في الحياه هو الانسان داكشي علاش حتى في اي تخصص درتو من بعد في اي تخصص كما كان راه ما درتوش داك التخصص وزدتو عليه لي زومانيتي راه vous êtes comme le disent les Français castré de l'âme. يعني راه غادي تبقى غير القزده كما كيقولوا المغاربه الجسد والاسونسيال فيكم راه غادي يمشي ما تعطيو حتى لواحد الحق يحيد فيكم l'essentiel. C'est ça. Vous avez remarqué que notre 7e édition des JE terminée aujourd'hui. Permettez-moi de remercier la salle pour son échange, pour sa participation active. Je remercie Rachid, Tracy pour leur générosité. Permettez-nous, après votre accord, de vous compter parmi nos personnes ressources. Je sais que c'est Tracy, c'est HHI déjà, mais c'est comme ça. Donc voilà, on va lever les travaux de cette table ronde. Nous vous souhaitons bonne chance.